Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network, cette fois-ci à propos du London Vet Show 2025. J'en suis revenu dimanche en fin de journée de Londres. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'était, avant de plonger dans la vague, l'actualité des tours en ce moment s'est chargée, de faire un point avec vous, voilà, comme d'habitude, pendant 45 minutes, 60 minutes, pour vous présenter en fait ce que j'ai pu voir là-bas qui m'a marqué, vous donner un peu des nouvelles de nos collègues britanniques, de ce qui les anime actuellement et pouvoir partager tout ça avec vous et bien sûr répondre à vos questions. Si éventuellement, comme d'habitude, vous pouvez me mettre un petit mot dans la conversation pour indiquer dans le chat que tout va bien, que vous m'entendez, que ça fonctionne. Salut Valérie, merci. La première pour la vérif technique, c'est parfait. Merci beaucoup. Petit rappel pour les non-habitués. Donc, vous pouvez indiquer vos questions dans le chat ici. On y reviendra à la fin. En général, j'essaie de vraiment garder un quart d'heure au moins pour que vous ayez fini tranquillement à 13h30. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont occupés. Je vois assez facilement si c'est chargé ou pas parce que là, vous êtes tous arrivés un peu au dernier moment. Donc, je suppose qu'il y a du boulot. Euh, Autre point, c'est vous dire un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, vous parlez de ce LVS. Donc, pour moi, c'était mon septième d'affilée au final, parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de ne pas y retourner vu l'intérêt des choses qu'on voit là-bas. Vous parlez du contexte britannique et en particulier des notions d'autorité de la concurrence. Peut-être certains commencent à être un peu au courant de ça en France, mais c'est quelque chose qui impacte beaucoup là-bas. Bonjour Agnès, et puis qui pourrait peut-être avoir des impacts similaires, on va dire, chez nous. Donc on en reparlera un petit peu. Euh, donc vous parlez bien sûr d'IA, d'innovation, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais aussi vous partagez quelques autres initiatives que j'ai trouvées intéressantes. Et enfin, vous parlez un petit peu de ce qui va arriver après, parce que là, commencé un enchaînement sur 2 mois où si vous aimez bien l'innovation vétérinaire, continuez à me suivre, vous devriez être gâtés. Euh, alors, qui suis-je? Je vous le fais très rapidement, hein, vétérinaire de formation, explorateur des innovations depuis longtemps. Bonjour aussi aux deux Julie, puisqu'il y a deux Julie qui se sont succédés dans le chat. Et puis, avec l'activité de consultant en santé animale, et puis également vétérinaire pendant 18 ans en pratique et maintenant uniquement en associé manager dans 2 cliniques en Bretagne. Donc, les autres activités d'entrepreneur n'ont pas forcément de lien avec ce dont on parlera aujourd'hui, donc je passe. Euh, le dernier webinaire qui a été fait, c'était il y a un mois. J'essaye à peu près de respecter. Là, j'ai trouvé mon rythme sur tout ça, en particulier grâce à mon assistante Valérie qui me prépare tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses et donc ça fait du boulot. Donc le dernier webinaire, c'était sur Notebook LM. Je vous mets dans le chat, hein, je vous mettrai des liens de temps en temps. Je vous mets l'accès à la chaîne YouTube et en particulier tous les replays. Donc, en général, dans la semaine qui suit, les webinaires qui sont présentés ici arrivent en replay. Ça vous permet de le revoir tranquillement si vous arrivez trop tard ou que vous devez partir tôt ou même que vous êtes occupé. Il y en a souvent qui me demandent, donc n'hésitez pas à leur passer l'adresse du replay, ils l'auront facilement. Donc là, c'était fin octobre, on avait vu Notebook LM. Donc Notebook LM pour les vétérinaires et les ASV. Donc si vous n'avez pas encore testé Notebook LM, allez-y. Moi, je suis de plus en plus fasciné de tout ce qu'on peut faire avec cet outil, en particulier avec des données sécurisées. Mes associés véto à qui je défilais ont dit que c'était merveilleux. Donc n'hésitez pas à tester, c'est très, très pratique pour interroger et utiliser ces données. Je vous parle aussi du groupe WhatsApp qui, fatalement, là, avec les activités en live, donc c'est un groupe, je vous mets le lien ici, je sais que certains y sont déjà, hein, je vois des noms. Donc le but, c'est de vous partager en live les événements santé animale et puis des actus quand ça me tombe sous la main. C'est parfois plus rapide qu'un post LinkedIn qui peut demander un petit peu de travail. Donc si vous voulez être perfusé à l'innovation et la santé animale, en santé animale, vous pouvez également voir là. Et puis, j'ai vu que tu es là, Pascaline, donc on va voir si ce sujet déclenche de l'intérêt. Le prochain webinaire est déjà prêt. Il aura lieu le jeudi 18 décembre. Vous pouvez cocher la date sur vos calendriers à 12h30. Et on va parler d'un sujet qui est vraiment fascinant parce qu'il est
peu étudié dans notre domaine, c'est-à-dire la cybersécurité. Et j'ai eu la chance de faire la connaissance, salut Claude, des montagnes. J'ai eu la chance de faire la connaissance de Pascaline Bossard, donc aux universités d'été du SNVEL, où elle nous a fait un exposé hyper passionnant sur des menaces qu'on ne soupçonne pas au niveau écosystème santé animale et comment on peut essayer de faire pour se protéger. Donc, je vous invite à être présent. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Là aussi, je vous mets le lien. Le webinar est ouvert depuis hier. Euh, donc, vous pouvez vous inscrire ici pour parler de cybersécurité. Vous allez voir, ça va être des choses que vous ne soupçonnez pas. Donc, je vous conseille d'être là. Et puis, bah, partons à Londres. Donc, cette fois-ci pour de bon. Donc, le London Vet Show, 7e édition de mon côté. C'est toujours intéressant et je vous invite à y aller. J'ai croisé quelques Français, un petit peu tous les ans, pas toujours les mêmes, mais certains sont des réguliers. C'est facile en fait, hein, voilà, de Paris, 2h30 d'Eurostar, on arrive à Saint-Pancras, et puis derrière on se trouve un hôtel sympa. Il y en a des pas chers un peu plus loin et il y en a des sympas en plein centre de Londres. Et vous avez voilà une demi-heure de métro pour arriver à l'Excel London, qui est le centre des congrès où a lieu le London Vet Show. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de conférences et sur des sujets alors techniques, pour ceux qui veulent parfaire leurs compétences strictement médicales vétérinaires, il y a de quoi faire. En canine majoritairement, un peu d'équine, un peu de filière d'élevage. Et puis surtout, voilà, ce qui m'intéresse moi le plus, c'est les sujets économiques, technologiques et même sociologiques qui sont très friands de ça. Je dirais que sur le programme, il y a voilà, peut-être deux tiers, trois quarts qui sont purement techniques, mais tout le reste aborde des sujets qui sont pas de la technique et c'est assez intéressant. Pour tout vous dire, moi là, j'avais sélectionné tous les sujets qui m'intéressaient en première intention. Il y en avait 48 sur 2 jours, puisque ça dure jeudi, vendredi. Il y a également une exposition commerciale qui est très diversifiée, plus grande, je dirais 2 fois plus grande peut-être, peut-être même 2 fois et demi plus grande que la VAC si vous voulez vous faire un repère, avec plein de vendeurs de matos, toujours une présence asiatique très forte, hein, en particulier des Chinois qui sont arrivés depuis 2, 3 ans et qui sont toujours là, et avec des stands qui sont plutôt orientés vers l'innovation. Alors on retrouve hein, les partenaires habituels, laboratoires, fabricants d'aliments, des réseaux de cliniques, beaucoup, hein, peut-être même plus que nous. On voit par exemple des stands à l'effigie d'un gros CHV, par exemple. C'est un peu comme si chez nous, Frégis avait ou Atlantia avait un stand que à eux, en fait, pour recruter. Ça, c'est des choses qu'on voit assez facilement au London Vet Show. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, en tout cas, c'est un chouette endroit à aller visiter. Bien sûr, il faut parler un peu anglais, sinon c'est plus difficile. Même si vous parlez pas super bien anglais, avec des slides, on arrive à s'y retrouver. Et puis, il y a les traducteurs sur vos téléphones qui marchent de mieux en mieux pour ça. Voilà un peu le plan. Vous voyez, hein, de nombreux, on voit en sombre, c'est les salles. Donc, on a quand même, je dirais, une douzaine de streams, ils appellent ça, en permanence. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des choix. On peut pas tout voir, ça c'est sûr. Il y a des proceedings qui sont présents, mais qui sont pas complets. Mais on peut pas tout voir. Et puis donc cette très grande expo qui est à visiter, qui se fait tranquille en 2 jours, mais faut pas traîner. Ce qui est toujours marrant, voilà, c'est l'approche londonienne. C'est aussi une occasion de retourner à Londres, qui est une ville sympa, avec des stands cause de décalage, hein. Par exemple, ici, voilà, vous avez un stand, c'est Merlin, en fait, qui produit des médicaments. Il y avait la chouette de Harry Potter, un décor d'apothicaire. Ils cherchent comme ça assez facilement. On a des stands assez marrants, sympas, parfois la plupart du temps plus grands que ceux de la VAC, mais moins grands que ceux du VMX, donc où je vais retourner en janvier prochain, donc qui est le congrès américain. Euh, le contexte UK dont je voulais vous parler, c'est ce contexte du CMA, donc qui est l'autorité de la concurrence. C'est un peu comme chez nous la DGCCRF, si on voulait un peu comparer. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quelque chose qui a commencé il y a presque 3 ans en fait, enfin 2 ans et demi, en septembre 2023, où cette autorité de la concurrence s'est
a été voilà, alerté par différents canaux pour indiquer que dans le monde vétérinaire, dans l'écosystème vétérinaire, il y avait peut-être des choses à interroger sur la réalité de la transparence, de la concurrence, ce genre de choses. Donc ça a donné lieu à un premier sondage qui a remporté un grand nombre de répondants, dont un grand nombre de répondants issus même de l'environnement vétérinaire, ASV, vétérinaire, technicien, ce genre de choses, qui effectivement ont mis en lumière des choses qui ont alerté l'autorité de la concurrence, en particulier sur l'évolution des tarifs, sur la transparence sur ces tarifs, sur la liberté des propriétaires d'animaux de compagnie pour s'approvisionner en médicaments. Et donc, vous voyez ici le calendrier. Voilà, il y a eu un premier rapport. Ensuite, des espèces de livres blancs pour dire il faudrait travailler ceci, des listes de solutions à envisager. Et là, on est un peu sur la fin du rapport qui est censé arriver en février 2026 et avec des consignes et des recommandations assez drastiques sur certains points et qui sont en lien parfois même avec le numérique. Parmi les consignes drastiques, l'obligation d'afficher sur son site internet les prix, mais de manière hyper précise, l'obligation même de faire des simulations de qu'est-ce que coûte quoi, et également un autre sujet qui est un sujet qui les agite beaucoup ici, l'obligation pour tout vétérinaire à la fin de la consultation, s'il fait une ordonnance, de dire et de prouver qu'il l'a dit, je vous informe que vous pouvez trouver ces médicaments-là à moins cher sur Internet, puisque là-bas, en fait, en Grande-Bretagne, ils ont la possibilité d'acheter des médicaments sur prescription en ligne. Donc, vous imaginez bien que, imaginons-nous, hein, si nous, on devait faire ça à l'issue de notre consultation, systématiquement dire, bon, j'ai ça, hein, mais il y a moins cher à tel endroit. Donc, voilà, ça crée des choses et c'était clairement très présent dans beaucoup d'événements et dans beaucoup de conférences. On voit, là, j'ai pioché un peu dans le programme, voilà, que ce soit des tables rondes avec des présidents de syndicats, des présidents de l'ordre là-bas, des présidents de cliniques indépendantes, mais aussi de réseaux. C'était le hot topic, comme ils disent là-bas. Voilà, c'est un sujet bien, bien chaud. Le CMA Investigation, donc c'est voilà, l'enquête du CMA, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui va se passer. Des impacts aussi sur les solutions numériques avec des sociétés qui font par exemple des sites internet qui se sont mis sur le sujet et pas qu'un peu parce que bah voilà, quand on dit il faut que les sites soient internet affichent les tarifs de manière très transparente et actualisée, bah, vous imaginez bien, oui, on peut faire ça à la main. Et donc, ça oblige à, dès qu'on bouche un tarif, faut bien penser à se dire, il faut que j'aille le changer sur le site internet. Mais il y en a qui ont pensé bien heureusement à des systèmes d'automatisation et de lien au logiciel métier pour que il y ait une compatibilité, une automatisation de ça qui se fasse, quoi. Donc voilà un peu ce qui peut se passer dans ce domaine-là. Je vous montre également d'autres exemples hein, sur cette nécessité de transparence sur des sites en ligne avec voilà, la possibilité de même faire des simulations de frais, un petit peu comme ce qu'on peut avoir nous sur les sites des assurances où une personne peut diffuser, enfin essayer de rentrer un peu le cas clinique de son animal en disant bah il va avoir une radio, il va avoir une écho, peut-être une consultation vaccinale. Combien ça va coûter? Donc des simulateurs de frais, c'est-à-dire que le législateur, à travers cette autorité de la concurrence, le CMA, veut vraiment que les clients puissent comparer. En fait, voilà, qu'il y ait de la compétition parce qu'il estime qu'à certains endroits, sous différents facteurs d'influence, et des réseaux de cliniques peuvent en être un, mais pas le seul, il n'y a pas assez de compétition et que les prix ne sont pas assez comparables. L'autre sujet de cette autorité de la concurrence, c'est sur ces fameux médicaments vendus en ligne avec l'obligation voilà, d'orienter vers la vente en ligne, en tout cas d'informer que cette vente en ligne existe. Et donc, il y avait, voilà, par exemple, Loupa qui fait des sites internet qui expliquait comment ils peuvent mettre à jour le site sur ça. Il y avait VetSource qui est une grosse société de vente de médicaments en ligne qui a fait des partenariats avec Amazon, par exemple, aux États-Unis sur ça, qui se positionne pour essayer d'aider les vétérinaires dans ces grands changements qui surviennent. Alors, quand je vous disais que il faut regarder ça d'un œil attentif de notre côté, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou découvert, il y a eu un rapport de l'autorité de la concurrence sur le marché vétérinaire
qui a été publié, je dirais, il y a un petit mois, qui est extrêmement complet, hein. Je sais plus, il fait 100 pages. Je vous invite à le lire. Il est très très intéressant, à la fois voilà, dans son étude de la compétition qui peut exister sur notre marché, des relations voilà, entre les différentes entités du monde vétérinaire, que ce soit les laboratoires, les GIE, les différentes cliniques. Et voilà, très clairement, on n'est pas à l'abri. Alors peut-être pas d'avoir des choses aussi drastiques que chez les Britanniques, mais qu'on puisse être euh, je dirais, orienté par rapport à certaines choses. Alors, ça ne veut pas dire, en plus, nous, on a des différences législatives avec le médicament qui n'est pas sur prescription vendable en ligne en France, mais voilà, à suivre de près. C'est pour ça que je voulais vous faire un point sur ça, qui était un peu le sujet principal d'inquiétude, même on va dire, hein, de pas mal de personnes là-bas quand on en parlait sur les stands. Le CMA revenait fréquemment dans les discours. Passons à des choses peut-être un peu plus joyeuses et moins stressantes, à savoir liées à l'innovation, encore que. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être un sujet de stress. Donc avant de commencer, surtout, n'oubliez pas, hein, vous pouvez mettre dans le chat si vous avez certaines questions à propos de certaines initiatives que je vais montrer là, pour pouvoir qu'on puisse en parler à la toute fin. Donc, la première des choses, c'est ce qui se passe chez IDEX, qui franchement fait des choses assez intéressantes, qui avait déjà été présenté au VMX aux États-Unis. Ça, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler. J'avais l'habitude de dire il y a quelques années, voilà, les États-Unis sont en avance de 5 à 7 ans, les Britanniques de 3 à 5 ans, et puis nous, on est derrière. On a sur l'innovation, en tout cas, une forme d'accélération des choses. Voilà, ce cancer des X, dont je vais vous reparler plus en détail pour ceux qui ne le connaissent pas, il est sorti aux États-Unis en janvier, il sort au London Vet Show en novembre et il va probablement sortir chez nous, allez, peut-être dans quelques jours ou en tout cas dans quelques semaines, d'après mes informations. Donc, qu'est-ce que c'est que ce test innovant? Donc, c'est un test sanguin, tout simplement, qu'on va envoyer au laboratoire à partir d'un prélèvement sanguin tout basique, et qui va être capable, à travers le repérage de différentes molécules spécifiques, qui sont un peu top secrètes, on va dire, de dépister avant que ça n'arrive cliniquement certains cancers. Alors, le premier d'entre eux, c'était le lymphome canin, avec des résultats assez intéressants quand même, hein, 74% de sensibilité, 99% de spécificité. Donc, ça veut dire que, en gros, on va dire plusieurs semaines à plusieurs mois en avance, alors que le chien cliniquement est parfaitement en forme, on va être capable de dire avec un niveau de certitude suffisamment pertinent que ce chien couve, entre guillemets, un lymphome. Donc ça, c'était la première nouvelle. Donc ça, je vous en avais déjà parlé au retour du VMX en février dernier. Bien sûr, j'avais été leur poser la question aux États-Unis en disant est-ce qu'il y aura d'autres cancers. Et oui, c'est le cas. Et là, donc, j'ai réussi à en discuter sur le stand du London Vet Show. Et donc, il y a la recherche du mastocytome, en fait, enfin, en tout cas, la prédiction de la survenue d'un mastocytome, qui serait le deuxième cancer dépistable par le cancer des X, donc qui va devenir en quelque sorte, en discutant sur le stand avec des gens d'IDEX, une sorte d'ajout qu'on va mettre, par exemple, sur des bilans sanguins d'animaux vieillissants, en mettant un peu une option, dépiste-moi des cancers. Alors, au début 1, puis 2, puis 3, puis X. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et en même temps, euh, j'en discutais là aussi avec eux sur le stand, ça va nous demander une forme d'apprentissage en fait, de parler, tout comme c'était déjà le cas avec par exemple les index prédictifs de Mars Care, parler de maladies qui ne sont pas là visiblement visuellement et amener les propriétaires à faire peut-être quelque chose et puis d'ailleurs même nous-mêmes savoir quoi faire parce que n'a pas forcément été formé pour cette médecine du futur et qui voit dans le futur. Donc ça sera probablement des sujets dont on reparlera prochainement. Vous reparlez donc d'IDEX aussi, de la course avec Zoetis, hein, voilà, ça y est, tout le monde est bien sur la piste. Et autant le VetCan Imagis de Zoetis avait pris un peu d'avance, hein, avec 6 fonctionnalités. Pour rappel de ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit microscope sur pied qui va scanner une lame colorée
et qui va pouvoir analyser ce qui est présent dessus avec voilà la capacité de faire de la coproscopie, de faire de l'analyse de lames de numération formule de frottis, de l'analyse de sédiments urinaires également, de l'analyse de prélèvements auriculaires et depuis environ quelques mois de l'analyse également de cytoponction à l'aiguille fine. Donc, analyse par intelligence artificielle et possibilité de transférer sa lame à un spécialiste en anatomocytopathologie. Donc, ce qui fait que voilà, on raccourcit drastiquement le cycle de diagnostic par rapport à avant. Cytologie, merci Élise, c'est vrai, cytologie dermatologique et pas curriculaire. Bon, l'avantage, c'est que les principaux fournisseurs de ces outils sont présents, donc j'ai droit aux ajustements en cours. Donc voilà, cytologie dermatologique et auriculaire, donc c'est vrai. Donc voilà, la différence peut-être avec IDEX, en tout cas pour l'instant, c'est la possibilité de faire appel à des experts humains et d'avoir des réponses rapides en général dans les quelques heures qui suivent ou dans la journée. Donc, ça veut dire vous faites une cytologie sur une aspiration à l'aiguille fine ou ce genre de choses le matin. Vous avez le résultat l'après-midi quand le chien ressort, s'il était hospitalisé. Donc, ça change drastiquement les choses. Chez le InView d'IDEX, on est sur une technologie différente avec donc des technologies sans coloration. Ça aussi, c'est un peu nouveau avec du matériel, donc soit du sang, soit des prélèvements auriculaires qui vont être mis en suspension dans une sorte de gel et avec un scan en 3D des cellules présentes dans ce gel, ce qui fait que on va pouvoir avoir des images alors, qui sont très jolies en 3D reconstituées, mais j'avoue que moi ça me frustre un petit peu pour l'instant parce que bah, j'ai pas appris à lire ces images quand j'étais en école veto. Donc je pense que là aussi, voilà, on voit l'innovation, c'est un peu la même idée que ce que je disais sur le cancer des X. Les innovations, c'est super, ça nous fait aller dans des endroits où la médecine ne prévoyait pas qu'on allait, mais je pense que ça demande de la pédagogie de l'innovation parce que sinon, bah, en fait, on est un peu perdu et surtout, on perd une forme de capacité critique là sur les images du VETSCAN Imagist. Même si j'étais pas un grand cytologiste, je peux reconnaître des choses et éventuellement me dire, ah, il y a peut-être un problème. Sur les autres images de l'InView d'IDEX, bah, j'ai moins cette capacité-là. Après, voilà, ça va se faire petit à petit, mais c'est à surveiller. Certains acteurs aussi qui font leur place. Jusqu'ici, je vous parlais beaucoup pour la copro du VETSCAN Imagist parce que c'était un des plus nettement en avance sur ça. Là, ce qui était intéressant, moi, je surveillais du coin de l'œil l'Ovacyte PET qui est disponible maintenant en France pour la coproscopie, en tout cas. J'avais un peu interrogé au VMX aux États-Unis. J'avais été un peu déçu du fait qu'il n'y avait pas encore de publication en appui. Là, c'est le cas. Il y a eu des publications dans Parasites and Vectors avec des chiffres pour le Vasite PET tout à fait respectables hein, de sensibilité et spécificité pour le dépistage de différents parasites au niveau coproscopique. Donc, ça veut dire que c'est pas mal. Là aussi, c'est la course un peu à l'innovation, c'est-à-dire que on arrive vers une capacité plus nette scientifiquement de démontrer les intérêts des outils et leurs limites aussi éventuellement, possiblement. Donc là, pour tout ce qui est coproscopie, voilà, on a plusieurs acteurs maintenant qui sont présents. Concernant IDEX, discuter un peu de ça aussi avec eux parce que fatalement, on pourrait s'attendre à ce qu'ils viennent aussi sur le terrain. C'est pas prévu pour tout de suite, et il est probable que ce soit avec un autre cube blanc qui fasse uniquement ça vu les problématiques de tout mélanger dans une même machine par rapport à ces cassettes. Donc voilà, ça c'est un autre point que je voulais dire, c'est-à-dire que les choses avancent, progressent, que ce soit on voit ce cancer DX qui est devenu un cancer au pluriel DX ou cet acteur qui, sur la coproscopie, a la capacité a priori de faire des choses de qualité. Autre sujet qui était très présent, c'est l'IA et les assistants IA, le temps des scribes. Vous avez vu que c'est un sujet qui va être aussi bien présent à la VAC, hein, on en reparlera un petit peu. Donc, pour ça, j'aurais tendance à dire que le vent vient de l'ouest, avec, comment dire, des scribes qui sont nés aux États-Unis initialement.
Moi, les premiers, j'ai vu ça en janvier 2024. Il y en a eu ensuite beaucoup en janvier 2025. Et donc là, ils sont arrivés en Grande-Bretagne déjà l'année dernière et puis chez nous maintenant. On a des acteurs assez conséquents avec des capacités financières de développement fortes. Euh, voilà, souvent ce qui est mis en avant pour autant, et c'est le temps que ça fait gagner. Ils parlent tous de 1 à 2 heures par jour. Je pense que pour nous, vu les pratiques françaises, c'est pas forcément ça qui sera le point le plus conséquent, même s'il sera existant. Et ça dépend des pratiques aussi. Je pense qu'en pratique généraliste, je ne crois pas qu'on va gagner 1 à 2 heures par jour en France. En pratique spécialisée, peut-être, c'est possible pour vu les premiers témoins que j'ai interrogés. Et puis l'autre sujet qui est à surveiller sur ces scribes, là on parle beaucoup de scribes, donc voilà, le côté retranscription, c'est vrai que j'ai pas détaillé pour ceux qui sont là et qui ne connaissent pas ces outils. Imaginez, voilà, vous êtes en consultation, vous lancez un enregistrement après avoir recueilli le consentement de la personne en face, et à la fin, en fait, vous appuyez sur stop et ça va vous générer un ou des comptes rendus en fonction de ce que vous voudrez, qui sont vraiment très fidèles. Alors, ça n'empêche pas une relecture pour éviter les erreurs, mais très fidèles et surtout qui vous font gagner un temps précieux pour des dossiers beaucoup plus complets. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que ces scribes, ils ont pour certains, en tout cas, envie d'aller plus loin et de devenir encore plus des assistants. Là, je voyais par exemple un scribe qui avait la capacité dans la retranscription, si on avait dit je vais vous prescrire un vermifuge et qu'on l'avait pas mis dans la facture, il va suggérer au moment de la facturation de pouvoir mettre le vermifuge dans la facture en disant est-ce que vous voulez que je l'ajoute puisque vous avez dit que vous allez le prescrire. Ou si un autre script, si on dit dans la discussion avec la personne, je vais vous transmettre un document sur tel sujet, eh bien, il va mettre ça dans une to-do list et à la fin de la journée ou à la fin de la consulte, on saura qu'on a à envoyer à Madame Michu ce document. Donc, vous voyez, on attaque par la transcription, mais il y a d'autres sujets qui vont arriver. Et si ces sujets-là vous intéressent et que vous êtes à la VAC, je vous mets un lien dans le chat. C'est un symposium qui a lieu le vendredi 28 novembre, donc de 9h à 10h30 en salle Podestat, et c'est avec Covette. Je vais être animateur de symposium et si vous voulez tout savoir sur les scripts des assistants IA, entendre des témoignages, hein, il y a trois confrères, consoeurs qui vont venir expliquer comment ils se servent de ces outils-là, comment ils en tirent des avantages, comment ils gèrent les éventuels inconvénients. Vous êtes les bienvenus. Donc en tout cas, des scribes et des assistants IA à suivre, parce que ça va probablement être une prochaine révolution. L'autre sujet qui est toujours à suivre et qui est un peu lié à ça, hein, c'est la compétition des logiciels métiers. Je vous avais parlé de Digitail hein, quand j'avais été aux États-Unis. Là, je pense que le Digitail en Europe, c'est Lupa qui est présent. Alors, il est probable qu'il se fasse la course aussi internationalement, c'est-à-dire que Digital vienne un jour en Europe de manière plus nette et que Lupa essaye d'aller aux États-Unis. Ce qui était intéressant pour avoir discuté avec une des membres dirigeantes de Lupa, c'est à quel point ils misent sur l'accélération. C'est-à-dire que voilà, ils ont levé des fonds, une vingtaine de millions d'euros chacun, Lupa et Digitail, et ils se sont servis de ces fonds pour recruter des cadors, en fait, voilà, des cadors de la programmation. Et là où, dans certaines situations, on mettrait plusieurs semaines ou mois à résoudre des problèmes de fonctionnalité que les clients demandent, eh bien là, voilà, ces personnes-là coucou Lola, si tu m'entends, font ça en 3 semaines parce que c'est des très 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 bons programmateurs qui viennent de très grosses boîtes, genre Google, Meta, Apple ou ce genre de choses, et donc ils ont une capacité à accélérer. Alors bien sûr, ça voilà, c'est une logique qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut avoir chez nous actuellement où ça va doucement, il n'y a pas vraiment de levée de fonds. Alors c'est aussi voilà, nos amis des logiciels métiers, vous avez une partie de responsabilité, mais des autres responsables, c'est les vétos sur le terrain qui parfois rechignent à payer la qualité de ce qu'ils pourraient avoir au niveau logiciel métier. Donc, on est co-responsable sur ce sujet et c'est voilà, c'est un peu frustrant, c'est vrai, d'aller ailleurs, de voir au VMX, au London Web Show, ces outils qui sont vraiment top, hein, avec voilà, des résumés de consultes, bah, justement des retranscriptions qui se font automatiquement. Loupage, je dirais que pour finir sur eux, la qualité, c'est probablement qu'il y a tout en un. Ça fait aussi les plannings, ça fait la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, il y a un logiciel qui est capable de tout centraliser par rapport à d'autres qui accrochent des petits modules.
L'autre sujet intéressant que j'ai pu voir, et c'était plus une conf sur la philosophie de l'usage de ces technologies par le boss de Provet Cloud, qui est aussi un autre logiciel métier assez dynamique qui était présent au London Vet Show, il a appelé ça l'échelle de la délégation, et je trouve que ça explique bien où on en est et où on va peut-être par rapport à ces outils IA. Bah voilà, dans un premier temps, on délègue pas grand-chose vu que c'est nous qui écrivons tout. Euh, dans un deuxième temps, voilà, on pouvait corriger des choses qui nous étaient soumises en deuxième niveau. En troisième niveau, tout est fourni et on a juste qu'à dire c'est OK. C'est un petit peu là où se passent en fait les scribes, les assistants IA actuellement. Et le quatrième niveau de supervision, bah, ça serait un système où tout tourne tout seul. On a juste à regarder, voilà, vérifier que tout se passe bien, entre guillemets, parce que c'est arrivé à un niveau de maturité suffisant. Donc voilà pour cette échelle de délégation qui est une bonne façon, je trouve, d'envisager les choses. Quelques autres initiatives à vous partager sur ce London Vet Show, alors qui sont techniques pour certaines et moins techniques pour d'autres. La première chose, parce que c'est un sujet qui vraiment m'intéresse et qui, je pense, est voilà, à prendre en compte dans toutes nos activités, que ce soit pro ou perso, c'est le dynamisme, en fait, hein, voilà, au UK. Et là-dessus, je dirais qu'il y a vraiment une différence. Enfin, il me semble y avoir une différence entre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Angleterre. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, bon, voilà, après, il y a tout un tas d'aspects culturels et géographiques qui font que la voiture, le pétrole, c'est important pour eux. J'ai l'impression que, et y compris dans le monde vétérinaire, ça se traduit par des initiatives qui sont légères, on va dire. Par contre, en Grande-Bretagne, là, il y avait un très gros stand, peut-être aussi gros que certains stands de labo, et il était vraiment très bien fait. D'abord, il était, et c'est l'avantage d'être cohérent, il était recyclable, entre guillemets, voilà, il était en carton. Alors, c'était pas forcément le plus esthétique, mais de ce côté-là, c'était pertinent. Et donc, il y avait exposé 50 manières de pouvoir se développer en tant que vétérinaire de manière éco-responsable, sustainable, comme ils disent là-bas. C'était mené par Vet Sustain, qui est un peu voilà, leur éco-veto de là-bas, on va dire. Donc, avec le soutien de gros acteurs, hein, puisqu'il y avait un réseau de cliniques, IVC Evidentia, il y avait également MSD Santé Animale qui était présent pour soutenir ce genre de choses. Et en fait, le stand se présentait sous forme d'une clinique vétérinaire avec différents espaces, l'accueil, la consultation, bien sûr, la zone de prépa, la zone de chirurgie, la zone d'hospitalisation. Et il y avait, vous voyez les points roses qui sont présents. Il y avait à chaque fois, en fait, l'explication de qu'est-ce qu'on pouvait faire à tel endroit dans l'autre clinique pour améliorer les choses au niveau éco-responsabilité. Et il y avait des exposants qui étaient là pour présenter leurs produits. Donc, c'était vraiment bien fait et intéressant. Et ça serait top d'avoir le même genre de choses en France. Ça vient. Mais on sent que là-bas, ils ont passé la seconde par rapport à nous. L'autre, pour passer à complètement autre chose, l'autre chose qui m'a fait plaisir, c'est l'arrivée du Vet Guardian Plus. Alors, plus, le Vet Guardian, on connaissait. Là aussi, pour rappeler à tout le monde ce que c'est, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas encore au courant que ce genre d'outil existe, c'est cette espèce de rectangle, voilà, qui est gros comme, je sais pas, une tablette et épais de 10 centimètres, et qui va être capable, en le plaçant devant une grille d'hospitalisation, de capter grâce à des ondes Doppler basse consommation, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire de l'animal qui est hospitalisé et également sa température, en tout cas au moins de surface. Le Vet Guardian Plus, qu'est-ce qu'il a de plus? Pas énormément de choses. Le principal, c'est en fait que bah, quand on met ce fameux rectangle face à la, comment dire, face à la cage, on peut consulter les résultats sur un écran déporté, mais on ne voit pas les résultats sur ce cube qui. Et donc là, ils ont rajouté un petit écran derrière qui permet voilà, d'avoir comme un moniteur, entre guillemets, qui est devant la cage, donc qui complète ce qui sera diffusé sur n'importe quel écran de télé qui arrivera à avoir la connexion avec cet outil. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était présent que aux États-Unis. Moi, je les vois évoluer depuis 3 ans là-bas. La Zoomedica, qui les a rachetés il y a 2 ans, était présent avec un chouette stand au London Vet Show pour aller à la conquête de l'Europe. Donc voilà, alors j'ai demandé.
si j'ai bien compris, c'est 4000 livres, en fait, l'appareil. Donc, ça, il y a avec un an d'abonnement. Et ensuite, au bout d'un an d'abonnement, il y a, comment dire, 20 livres par mois, je crois, d'abonnement constant. Donc, ça veut dire que, indépendamment du fait de se faire plaisir et de pouvoir surveiller très correctement les animaux avec des systèmes d'alerte, il faut quand même trouver une façon de le valoriser. Alors, j'en ai discuté sur leur stand. Bah, très simplement, ceux qui utilisent ce genre d'outils mettent un espèce d'acte qui est surveillance rapprochée en hospitalisation. Donc, ça veut dire différents niveaux de surveillance. Bah, il y a la surveillance humaine où bah, voilà, on fait ce qu'on peut, mais on n'a pas toujours le nez dessus. Et il y a la full monitoring, comme ils appellent, où ça permet voilà, d'être sûr de suivre l'animal de manière permanente de ce côté-là. Donc, à suivre, Vet Guardian Plus ou aller sur le site de Zoomedica s'il y en a qui veulent se renseigner pour éventuellement mettre ça en place en France dans leur clinique. Et si vous le faites, tenez-moi au courant. Ça m'intéresse d'avoir les retours et on fera peut-être même un webinar. Pour rappel, on avait fait ça déjà avec Nordine Collelat. Si tu es là, Nordine, encore merci pour ça. Et je remets le lien vers les replays de Veto Network, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, qui avait partagé son expérience des capteurs Bionet, qui sont des capteurs là aussi sans fil, et également des capteurs de glycémie. C'était super intéressant de voir comment il utilisait ça dans des situations de structure d'urgence, puisqu'il bosse avec V2TU. Donc voilà pour ce Guardian Plus intéressant. Un autre outil, bah justement, je vous parlais de suivi de glycémie connectée. Jusqu'à présent, on utilise quasi tous le Freestyle Libre, donc qui est ce petit rond hein, que vous voyez peut-être parfois chez des personnes qui ont le diabète en France et qu'on peut mettre donc sur les animaux et ce qu'on fait tous depuis plusieurs années maintenant. Enfin tous, en tout cas, on est un grand nombre à le faire depuis plusieurs années. Là, ce qui est intéressant avec ce Insight Vet CGM qui est distribué par Woodley, en tout cas en Grande-Bretagne, c'est que on a à peu près le même système hein, avec ce capteur plat et rond qui se pose, mais il y a quelques petites adaptations déjà pour que ça tienne mieux sur une peau d'animaux. Ça a été vraiment conçu que pour le marché vétérinaire. Et surtout, et c'est ça probablement le plus précieux, vous allez avoir, si vous posez ça sur 2, 3, 4 chats, vous allez avoir une jolie interface administrateur sur votre ordinateur. Vous allez avoir tous les animaux suivis en même temps, la capacité pour le propriétaire de mentionner des alertes. Donc voilà, fini ce qu'on a actuellement. Hein, voilà, je sais pas comment vous bricolez ça chez vous, mais nous on en fait quelques-unes. Et en gros, voilà, on reçoit des mails avec des captures d'écran du téléphone du propriétaire. C'est bien, mais c'est clairement pas du tout aussi puissant que voilà cet outil-là, le VET CGM, avec la capacité à rassembler tous les animaux qu'on suit. C'est assez intéressant de ce côté-là. D'autres initiatives à vous partager. Une première, j'en avais parlé avec LimeVet, qui sont des Hongrois. Je vais essayer de vous remettre leur site internet dans le chat. Hop, je suis en train de le chercher, qui font des prothèses 3D imprimées. Euh, voilà, en impression 3D, ça peut être du titane. Donc l'avantage, c'est que à partir d'un scan, ils sont capables de vous faire ça en moins d'une semaine, on va dire, entre le moment où vous envoyez le fichier et le moment où vous recevez la prothèse. C'est hyper personnalisé, donc ça permet de faire des choses, voilà, des fois sur des gabarits. Alors, c'est bien sûr pour une pratique hyper spécialisée, on va pas tous faire ça, mais c'était vraiment intéressant de voir là aussi des technologies qu'on n'aurait pas imaginées avant arriver à notre disposition. La deuxième initiative dont je voulais parler, je trouve ça curieux et en même temps intéressant. C'est Cruise, qui est une sorte de centrale de matériel vétérinaire qui sort un produit qui s'appelle Calm Down. Calm Down, ils appellent ça un post-up button. Et en fait, c'est un bouton en plastique ou qui a été imprégné de phéromones et qu'on va pouvoir accrocher à différents endroits, soit dans la cage du chat, soit sur la collerette aussi. Et c'est plutôt bien fait avec un petit système où on clipse ça et ça s'attache vraiment facilement à une collerette. Donc l'idée, c'est voilà, de mettre de la phéromone bien sous le nez de l'animal, chat ou chien, et qu'il ait un post-opératoire d'une dizaine de jours. C'est la durée annoncée d'effet de ça, plus serein peut-être. Voilà. Donc à voir, je pense que ce genre de choses devrait... Ah,
Super, Françoise, merci. Countdown version chat existe aussi, disponible chez Coveto. C'est parfait. Voilà, j'avoue que je suis pas chez Coveto, donc je l'avais pas encore vu. Puis il y a des fois des produits comme ça qui sont des bonnes idées et qui sortent. Enfin, dont on n'a pas connaissance. En tout cas, moi, je n'avais pas connaissance. Donc bon, bah voilà, toi, toi non plus, effectivement. Donc, dernier sujet que j'ai trouvé intéressant, j'avais vu des choses comme ça, un peu dans l'idée aux États-Unis, où ils sont très à cheval, ou en tout cas de plus en plus à cheval sur le côté réglementé de l'accès aux produits, mais cette fois à l'intérieur de l'équipe vétérinaire et ASV. Donc, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous trouvez de plus en plus de solutions où il faut montrer patte blanche au sens propre du terme pour accéder à certains produits anesthésiques ou euthanasiques, ce qu'on prend fort bien. Là, j'ai donc découvert EuthaSafe, qui est une forme de mallette où on peut mettre le flacon d'euthanasique. Ça permet en fait de contrôler l'accès avec des codes qui sont envoyés sur des téléphones, avec la possibilité aussi de géolocaliser cette mallette au cas où on va en déplacement en pratique équine rurale. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, dans notre contexte un peu particulier de notre profession, qu'il y ait des solutions qui soient recherchées pour essayer de gérer ce problème d'accès à des produits qui peuvent être dangereux selon l'usage. Voilà un petit peu les choses que j'ai pu voir. Alors, je vous ai partagé, comme d'habitude, hein, 10%, 15% de ce que j'ai pu voir, parce qu'il y a, voilà, il y a toujours beaucoup à voir et il faut faire des choix. Il est bientôt écart. Vous dire aussi que c'était, comme je vous le disais un petit peu au début, une toute première étape, puisque là, c'était le London Vet Show, bah, la vague arrive à grands pas. On va se croiser pour certains d'entre vous qui y seront certainement. Pour rappel, voilà, j'interviens le matin pour un TD sur l'IA le jeudi. L'après-midi, on reparlera d'IA générative en auditorium avec Christophe Leby et Annick Valentin-Smith. Et puis, le soir, je serai avec la session Ergon SNVEL et avec Françoise Bussieras, on vous parlera des Kick and Collect. J'ai été mettre le nez dans mes chiffres depuis 5 ans, vous verrez, c'est assez intéressant. Et aussi un peu de prise de rendez-vous en ligne, donc des services numériques. Et puis, comme je vous le disais, le symposium Covet, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez vous y inscrire pour reparler de scribe et d'assistant IA sur la durée. Ensuite, j'irai début décembre à un tout nouveau congrès donc, qui se déroulera à Florence. Et là, ça aussi, ça va être intéressant. Alors, c'est pratiquement que des confs, si j'ai bien saisi, pendant 2 jours et demi. Mais par contre, c'est 2 jours et demi uniquement sur l'IA et uniquement en médecine vétérinaire. Donc, ça risque d'être très dense, très riche avec des speakers de haut niveau. Donc là aussi, je vous remets le lien du groupe WhatsApp si vous voulez suivre ça en live pour poursuivre cette conférence de Florence. Et puis, bien sûr, voilà, janvier, c'est ma tradition à moi, en tout cas, les États-Unis avec le CES à Las Vegas qui permet de voir les nouveautés grand public, même s'il y a pas mal de santé, de plus en plus de santé animale. Et puis, finir par le VMX donc à Orlando, qui est un peu l'équivalent de notre AVAC, mais très très grand. Et je crois qu'ils annoncent 800 exposants cette année, donc ça va faire des kilomètres et des pas. Donc, je vous invite donc à me suivre pour suivre ça de près. Le groupe WhatsApp, donc je vous en ai parlé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous avez été sage sur cette session. Ou s'il y a des choses à dire. Vous rappelez aussi, voilà, le prochain webinar avec Pascaline, qui était présente aujourd'hui, donc webinar sur la cybersécurité, le 18 décembre, un peu avant les vacances, comme ça, vous aurez après des devoirs à faire peut-être pour auditer votre sécurité pendant les vacances. Donc voilà pour ce retour du London Vet Show. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a distrait. C'était aussi un peu l'objectif de ces retours de congrès. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les inscrire maintenant. Et puis, eh bien, écoutez, si c'est pas le cas, on va se retrouver dès mercredi soir pour certains et sinon dès jeudi dans les couloirs de la VAC où je pense que vous allez être une bonne majorité quand je vois les noms qui s'inscrivent dans le chat à s'y retrouver. Donc, bonne préparation de votre voyage à la VAC pour ceux qui y vont. Et puis, on se revoit le 18 décembre avec Pascaline pour la cybersécurité et sinon à jeudi pour tous les autres à la VAC.
Merci beaucoup et au revoir. Ah, en plus, il y aura Naya à la VAC. Alors, c'est le top. Bravo, Claude, d'emmener Naya dans tous les événements. Merci et à bientôt. Au revoir.